Bonjour à tous, pour ma première vidéo, on va aborder les bases du reverse engineering. On m'a beaucoup soumis l'idée de commencer par cette vidéo. C'est donc ce que je vais faire. Dans un premier temps, je tiens à vous dire que c'est possible que je dise de la merde, de la grosse merde, je pense pas, parce que bon, j'ai quand même vérifié ce que je vais dire. Mais si je dis de la grosse merde, bah faites-le moi remarquer dans les commentaires. Comme ça, bah je pourrais me corriger la prochaine fois, arrêter de dire de la merde, et voilà. Donc, dans un premier temps, dans cette vidéo, on abordera les jeux d'instruction. Ensuite, on viendra parler des registres. On parlera après de la stack, des segments, des différents types de reverse engineering. Ça, ce sera juste une petite parenthèse. Et on parlera ensuite des principaux outils utiles au reverse engineering. Donc, c'est parti pour les jeux d'instruction. Alors, dans cette partie, il n'y aura pas de cours rapide sur les notions de base de l'assembleur, ça vous pouvez le trouver sur internet. Puis voilà, il y a plein de documentation sur chaque architecture, voilà. Mais il y aura seulement là de la théorie sur laquelle vous devrez vous documenter vous-même par la suite pour en apprendre plus et connaître les bases. Alors, un jeu d'instruction, c'est l'ensemble des instructions de machine qu'un processeur peut exécuter. Si vous voulez, il définit quelles sont les instructions supportées par le processeur. Parmi les jeux d'instruction les plus communs, on a x86 qu'on connaît sous le nom d'ASM. C'est l'architecture utilisée par les processeurs Intel par exemple. On a l'ARM qui elle est une architecture relativement plus simple que les autres. C'est ce qu'on peut retrouver dans les téléphones, les tablettes et même les Raspberry. Et il y a beaucoup d'autres architectures, mais je vais pas toutes les aborder parce que sinon ça prendrait bien trop de temps et la vidéo durerait 72 minutes. Donc pour chaque jeu d'instruction, il y a des dizaines de documentations comme je vous l'ai dit juste avant. C'est pourquoi dans cette vidéo je vais pas aborder les bases de chaque architecture, ce serait beaucoup trop long. Puis grosso modo elles se ressemblent à peu près toutes, les instructions basiques qu'il faut connaître pour le cracking, voilà, elles se ressemblent à peu près toutes. Donc voilà, mais je vous invite à vous documenter dès que vous tomberez sur un challenge, par exemple un crack me sur une autre architecture, etc. Bah, vous allez vous documenter, vous allez en apprendre des nouvelles, etc. etc. Voilà. Alors, les microprocesseurs, ils possèdent plusieurs registres. Les registres, c'est des emplacements de mémoire interne, donc c'est interne au processeur si vous voulez. Ces emplacements, ils ont commencé par faire 16 bits. Ensuite, ils ont fait 32 bits pour les processeurs X32 et maintenant ils font 64 bits pour ceux qui ont des processeurs X64. Les registres, ils ont des préfixes et ils changent en fonction de la version de votre microprocesseur. Donc ça veut dire que le nom d'un registre ne sera pas le même si vous êtes en 16 bits que si vous êtes en 64 bits. On va voir ça après, c'est pas un nom extrêmement différent, c'est juste un préfixe. Alors si vous possédez par exemple un processeur en 64 bits, le préfixe du registre sera R, pour la version 32 bits ce sera E, et pour la version 16 bits il n'y a pas de préfixe. Donc par exemple dans les registres à retenir on a EAX, EAX c'est pour sa version 32 bits parce que son préfixe c'est E, RAX vous l'aurez deviné c'est pour la version 64 bits, R c'est pour les processeurs 64 bits, et AX, pas de préfixe, donc c'est pour sa version 16 bits. En registre important à retenir, on a EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP. EBP c'est l'adresse de la partie basse de la pile. La pile, comme dit au sommaire, on l'abordera juste après. On a ESP qui, à l'inverse de EBP, lui c'est l'adresse de la partie supérieure de la pile. Et on a EIP qui contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Voilà. La stack ou la pile en français, c'est une structure LIFO pour last in, first out. Ou si vous préférez, le dernier entré, le dernier entré et le premier à sortir. Donc grosso modo, le dernier élément que vous allez foutre dans la pile, ce sera le premier à en sortir. C'est comme la pile d'assiettes, on utilise souvent cette image pour illustrer la stack. Grosso modo, quand vous empilez des assiettes, la première assiette que vous mettez, ce sera la dernière à sortir. Par exemple, vous allez mettre 10 assiettes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et la première à sortir ce sera la 10e. Vous ne pourrez pas commencer par le bas, la pile c'est exactement pareil. Vous ne pouvez pas commencer par retirer des informations qui sont en bas, uniquement prendre celles qui sont en haut et les enlever à chaque fois. Je rentrerai pas plus dans les détails, et comme je l'ai dit avant, je vous invite à vous documenter, à vous renseigner et à vérifier ce que je dis. Normalement, a priori, je dis pas trop de conneries. Un programme, il contient plusieurs segments. Les segments, ils servent à quoi? Ils servent à mener à bien l'exécution d'un binaire ou d'un programme. Les segments ils sont protégés par des droits d'accès, donc lecture, écriture, exécution, c'est comme les fichiers. Les principaux segments sont point texte, donc le segment point texte c'est celui qui contient les instructions du programme ou le code. On a le point data qui contient les variables globales
statique qui possède une valeur prédéfinie et pouvant être modifiée. On a le point AeroData qui s'oppose au point data, lui il contient les variables constantes qui ne peuvent pas être modifiées, il est donc en lecture seule. Le point BSS c'est un segment lui qui contient toutes les variables globales ou statiques qui sont soit initialisées à 0, soit pas initialisées dans le code source. On a le tas ou heap qui contient lui les variables dynamiquement allouées au cours de l'exécution du programme. Et on a la stack qui, comme on l'a vu précédemment, elle s'occupe juste de stocker des données pendant l'exécution du programme et les reprendre au fil de l'exécution. J'ouvre la fameuse parenthèse sur les différents types de reverse engineering. On a donc deux manières, si vous préférez, d'analyser des programmes. On peut analyser les programmes dynamiquement et statiquement. L'analyse dynamique, elle consiste à analyser un programme en l'exécutant dans un environnement contrôlé et en étudiant son comportement, etc., etc. En lançant le programme, en l'exécutant. On appellera ça du debug. On a aussi l'analyse statique, qui consiste en la même chose que l'analyse dynamique, sauf que là, on n'exécutera pas le programme. Voilà. Donc, selon moi, c'est un peu plus complexe l'analyse statique que l'analyse dynamique, mais ça, c'est mon avis perso. Celui qu'on va le plus utiliser, ce sera GDB. GDB, c'est un outil sur Linux qui sert à analyser dynamiquement des binaires sur Linux. Dans les vidéos, j'utiliserai PEDA. Je vous expliquerai comment l'installer. C'est grosso modo un complément de GDB qui permet de le rendre plus facile à comprendre. Plus facile à comprendre. On a Radar 2 qui, lui, je l'ai jamais utilisé, donc je pourrais pas vous donner énormément de détails, mais je crois que Radar 2 c'est un peu similaire à IDEA, dont on parlera juste après. Grosso modo, c'est pour faire de l'analyse de binaire sous Linux du coup. Et je crois qu'il fait aussi bien analyse dynamique que analyse statique, mais je crois que c'est beaucoup plus pour l'analyse statique quand même. Je crois qu'on peut debug. On a ensuite IDEA, donc IDEA c'est un logiciel Windows qui permet de faire de l'analyse statique mais aussi de l'analyse dynamique. Vous pouvez configurer un serveur IDEA entre guillemets, sur une machine virtuelle Linux. IDEA pourra s'y connecter et debug depuis votre machine Linux et vous pourrez jouer vous avec le programme sur Windows. Voilà. On a OliDBG, lui c'est exactement la même chose que GDB, sauf que là il y a une vraie interface graphique, c'est une application quoi. Et là c'est pour les exécutables. Voilà, si on vient à reverse des points nets, on utilisera 2for-not qui est un outil qui permet d'unpack les points nets. Souvent ils sont vachement obfusqués. Et sinon on utilisera dnspy pour décompiler les points nets. Voilà. Donc merci d'avoir vu la vidéo. Si j'ai dit des conneries, n'hésitez pas à me reprendre parce que c'est très probable que j'en ai dit. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et voilà, je pense que ce sera la seule vidéo qui abordera les bases du reverse engineering. Pour les crack me, je partirai du principe que vous avez déjà acquis tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et que vous maîtrisez un minimum le système et le reverse engineering. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à plus.